Bonjour à tous, alors je me trouve dans une partie de la bibliothèque de la Cour de cassation pour vous entretenir donc de la conservation et de la valorisation du patrimoine judiciaire à travers l'exemple de la Cour de cassation de France. Et cette deuxième partie sera consacrée à ce que j'ai appelé la recherche d'un équilibre entre la préservation de ce patrimoine et la nécessaire modernisation de la Cour de cassation. Occupant un site classé, la Cour de cassation se trouve depuis la fin du XIXe siècle dans une situation de gestion de ses biens à la fois délicate et contrainte. De fait, la coexistence au sein du palais de justice de Paris de plusieurs propriétaires, l'État, le département, la ville, de plusieurs juridictions affectataires, la Cour de cassation, la Cour d'appel, le tribunal de grande instance, ainsi que de représentants des différents ministères, la justice, la culture, l'intérieur, ne simplifie pas les opérations portant sur les biens meubles ou immeubles, dont la compétence relève principalement des services du ministère de la Justice et du ministère de la Culture. Pour la Cour de cassation, l'exigence d'entretien et de préservation de son patrimoine est d'abord adossée au texte portant sur la domanialité. Il lui revient ainsi de modéliser sa programmation mobilière et immobilière et de porter ses demandes auprès des autorités ministérielles compétentes, tant en matière de financement que d'expertise, aussi bien pour la maîtrise d'œuvre que pour la maîtrise d'ouvrage. Cette responsabilité est d'autant plus délicate à assumer qu'elle s'exerce sur des biens d'une extrême diversité, alors même que son champ d'intervention est lui fortement restreint. En effet, pour ces projets d'entretien, de rénovation ou de restauration, les opérations sont gérées au niveau du Bureau de l'immobilier judiciaire parisien et de l'administration centrale, le BIJPAC, et pilotées pour les chantiers de plus grande envergure par l'Agence publique pour l'immobilier de la justice, la PIJ. Par ailleurs, la Cour de cassation est dépendante sur site des décisions du chef d'établissement, à savoir le premier président de la Cour d'appel de Paris, dès lors que des questions de sécurité se posent. Enfin, l'avis et la maîtrise d'œuvre de l'architecte en chef des monuments historiques sont requis pour toute intervention dans les espaces patrimoniaux ou sur des biens classés. Dans ce cadre contraint, divers projets de construction sont échafaudés à la Cour de cassation au lendemain des deux guerres pour établir la Chambre sociale en 1938, puis la Chambre commerciale en 1947, enfin les deuxième et troisième chambres civiles respectivement en 1952 et 1967. Toutes les opérations ultérieures, qui datent pour l'essentiel des années 1980 et des années 2000, ne font qu'apporter des améliorations de détail et de décor. Côté préservation, les épreuves n'ont pas manqué depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Pensons par exemple à l'incendie de la Tour Montbec en 1935 ou à l'attentat du 15 janvier 1975 ayant causé la destruction de la statue polychrome de Saint-Louis en Galerie Saint-Louis, sans oublier l'état d'abandon et de pourrissement dans lequel on retrouve une partie des ouvrages les plus anciens de la bibliothèque au début des années 90. Enfin, ces dernières années, les épisodes de canicule et les crues de la Seine rappellent à tous, malheureusement, les menaces qui pèsent en permanence sur les biens vulnérables. À chaque fois, il a fallu agir, protéger ou sauvegarder, restaurer ou reconstruire. Dans le même temps, des opérations indispensables de modernisation des chambres, des bureaux de la première présidence et du parquet général, comme des services de greffe, conduisent les chefs de la Cour de cassation à trouver des solutions d'équipement adaptées à un environnement patrimonial exceptionnel. Il ne faut pas l'oublier, la Cour de cassation a toujours pâti d'un certain déficit de modernité. L'éclairage et le chauffage sont restés longtemps insuffisants, l'électricité et le téléphone ont été introduits avec retard, mais aujourd'hui, la technique et l'informatique ont trouvé leur place sous les ors et derrière les boiseries. Présentes dans le quotidien de l'activité juridictionnelle, elles se font discrètes, les plus discrètes possibles pour le regard extérieur. Bien avant l'émergence des nouvelles technologies de l'information, la Cour de cassation a su valoriser son patrimoine pour le mettre au service de la communication institutionnelle. On peut situer le démarrage de cette nouvelle dynamique patrimoniale au moment des célébrations de son bicentenaire. La coïncidence n'est pas anodine. Le programme de recherche qui se met alors en place lui donne l'occasion de mieux faire connaître au public son histoire, ses grandes figures, sa jurisprudence. Les 28, 29 et 30 novembre 1990, les allocutions se succèdent en grande chambre de la Cour de cassation, sous la double autorité du premier président Pierre Drey et du procureur général Pierre Béziot. Des intermèdes musicaux font résonner les œuvres de Vivaldi, de Bach et de Mozart dans des espaces qui, d'ordinaire, sont dédiés au droit et à la justice. La séance solennelle de clôture s'achève par un discours du président de la République, François Mitterrand, qui ne manque pas de souligner les mérites d'une telle commémoration. Le temps, dit-il, rend à toute chose sa dimension exacte.
dégagé de l'agitation quotidienne et des préoccupations immédiates, l'essentiel apparaît. Toutes les allocutions sont rassemblées à un seul volume que je peux vous présenter, qui se trouve ici. Un catalogue rend compte de l'exposition organisée dans les locaux de la Cour de cassation. Celle-ci retrace 200 ans d'histoire à travers 340 documents manuscrits, gravures et objets originaux. Donc voilà, le très très beau catalogue imprimé à l'époque. Et à ces deux ouvrages s'ajoute un troisième de plus grand format qui constitue le point d'orgue des manifestations du bicentenaire et que vous connaissez peut-être, voilà, un épais volume avec énormément de textes et de documentation. De son côté, le directeur de la bibliothèque publie une monographie sur l'architecture et le décor de la Cour de cassation. On découvre au même moment que de nombreux ouvrages, anciens, rares ou précieux, ont souffert des ravages du temps. 2 ans de travail sont nécessaires à l'inventaire et au nettoyage des volumes. Une association pour la sauvegarde des livres anciens de la bibliothèque, la SLAB, est créée. Elle se dote en 1993 de statuts et se donne alors pour mission de préserver, restaurer et valoriser les manuscrits et imprimés constituant le fonds ancien de la bibliothèque. Avec le soutien du premier président Pierre Drey et du procureur général Pierre Truche, puis de leurs successeurs, l'association qui fête cette année son 30e anniversaire parvient à restaurer un ensemble de près de 500 volumes. Dans le cadre des activités de la SLAB, la bibliothèque organise des expositions. La première d'entre elles est consacrée en 1993 aux livres rares et précieux de la bibliothèque. D'autres suivront, citons Rabelais et son temps en 1994, Ombre et lumière de la campagne d'Égypte en 1995, Daumier et légendes de justice en 1996, Brillat-Savarin, le fascinant destin d'un conseiller à la Cour de cassation en 1998, Voltaire, la justice et l'opinion publique en 1999. Ce sont autant d'occasions pour la bibliothèque de faire connaître ses fonds et de tisser des liens avec des institutions ou associations culturelles extérieures, avec l'École nationale des chartes, avec l'université. Depuis près de 10 ans, la bibliothèque poursuit cette activité de valorisation de ses fonds en organisant non plus une seule exposition par an, mais 4, reprises pour certaines d'entre elles sous la forme d'une exposition numérique mise en ligne sur le site de la Cour avec l'aide du service de la communication. Sur le plan historique et patrimonial, les mandats des premiers présidents Guy Canivet et Vincent Lamanda sont marqués par 3 grandes commémorations. D'une part en 2004, le bicentenaire du Code civil, d'autre part en 2010, le bicentenaire du Code pénal. Entre ces 2 dates, en 2006, la Cour célèbre le centenaire de l'arrêt du 12 juillet 1906, ayant proclamé l'innocence pleine et entière du capitaine Dreyfus. Ces 3 moments marquent un tournant symbolique fort dans la conception immatérielle du patrimoine judiciaire. Un texte de loi, une œuvre de codification, un arrêt de la Cour de cassation, une décision judiciaire importante peuvent désormais être considérés comme relevant du patrimoine national, un patrimoine qu'il faut valoriser pour mieux en légitimer le sens dans le champ culturel. Pour répondre à cet objectif, la numérisation puis la médiation numérique s'avèrent être les supports les plus adaptés aux temps nouveaux. En 2012, le premier président, Vincent Lamanda, signe avec Bruno Racine, alors président de la Bibliothèque nationale de France, une convention de coopération pour le recensement des fonds patrimoniaux de la bibliothèque, leur signalement dans le catalogue collectif de France et leur valorisation dans Gallica, qui est, comme vous le savez, la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale. Cela aboutit notamment à la numérisation et à la mise en ligne gratuite de 140 ouvrages anciens, 20 titres de périodiques et 7 manuscrits de la bibliothèque, soit près de 300 000 pages. La Cour de cassation devient progressivement l'un des partenaires privilégiés du programme de numérisation concertée en sciences juridiques et même depuis 2020, copilote du projet avec la bibliothèque interuniversitaire CUJAS. Pour l'actuelle période de référence, à savoir 2022-2024, 2 axes thématiques forts ont été définis. Le premier sur le pénal et le pénitentiaire, le second sur l'ancien droit colonial. Outre la Bibliothèque nationale de France, d'autres partenariats documentaires sont mis en œuvre par la Cour de cassation et permettent à sa bibliothèque de gagner en visibilité. Celle-ci attire dès lors de nombreux chercheurs et universitaires s'intéressant à l'histoire du droit, à l'histoire de la justice, mais aussi à l'histoire du livre juridique. Cette dynamique patrimoniale participe d'une politique culturelle plus large qui s'effectue à la fois sur site
et par voie dématérialisée. En 2016, la Cour de cassation prend ainsi part à la Museum Week. La Cour de cassation est la première institution non muséale et non culturelle française à s'être inscrite à cette manifestation virtuelle. L'année de sa participation, elle se classe, il faut le dire et le remarquer, au 5e rang national des comptes Twitter participants, derrière le musée du Louvre, le château de Versailles, le centre des monuments nationaux et le musée d'Orsay, c'est dire, et devant la Cité des Sciences et le musée d'Orsay. Le musée du Quai Branly, pardon. Le succès est au rendez-vous et révèle l'intérêt du public pour le patrimoine judiciaire. En 2017, le premier président, Bertrand Louvel, décide d'ouvrir la Cour de cassation aux Journées européennes du patrimoine. L'engouement est tel que ce sont 600 personnes qui sont accueillies sur 2 jours, donc en 2017, et 750 personnes en 2018. En 2019, pour des raisons de sécurité, l'événement se concentre sur la seule journée du samedi, mais attire pas moins de 300 visiteurs. Après une parenthèse liée malheureusement à la crise sanitaire, cette belle initiative est relancée en 2022 sous l'impulsion du premier président Christophe Soulard et du procureur général François Molins. Toute la Cour se mobilise alors pour faire découvrir l'histoire, le patrimoine et les missions de la Cour à près de 900 visiteurs. En 2018, la Cour de cassation répond à l'invitation du Conseil constitutionnel en organisant, quai de l'Horloge, la Nuit du droit, en partenariat avec la Comédie Française et avec la participation de l'Ordre des avocats au Conseil. La thématique choisie allie droit, justice, histoire et patrimoine et attire un large public. 200 personnes sont accueillies sur site, tandis que ce sont 3500 internautes qui peuvent suivre l'événement en direct. En 2022, le format choisi diffère et permet un échange filmé entre le premier président et le procureur général sur des arrêts emblématiques de la Cour de cassation, tant anciens que modernes, en rapport avec des thématiques juridiques et sociétales majeures comme l'abolition de l'esclavage, la définition du crime contre l'humanité, la lutte contre les discriminations directes et indirectes, enfin la notion de préjudice écologique. Toujours en 2018, un comité d'histoire de la Cour de cassation est créé au sein de la SLAB, avec pour but de soutenir cette dynamique de valorisation historique et patrimoniale, basée notamment sur les richesses documentaires de sa bibliothèque. 5 colloques à dimension historique sont organisés par ce comité depuis sa création, les actes étant publiés aux éditions Dalloz dans une série de la collection Thèmes et commentaires spécialement créée et qui s'appelle donc Cour de cassation, histoire et patrimoine. À travers ces multiples exemples, on le voit depuis une dizaine d'années, jamais l'activité culturelle et la politique patrimoniale de la Cour de cassation n'ont été aussi denses et diversifiées, offrant, me semble-t-il, à la plus haute des juridictions de l'ordre judiciaire ce supplément d'âme qui fait aussi son identité. Je vous remercie pour votre attention.